Bonjour, donc nous poursuivons notre chat d'aujourd'hui sur les stages et l'alternance et nous allons parler du CV. Pour cela, je reçois Cécile Delestre. Cécile, vous êtes directrice attraction des talents chez Nestlé. Et Didier Rétoré, Didier, vous êtes responsable emploi et compétences chez Renault. Alors, une première question pour comprendre combien le CV est important. Combien est-ce que vous recevez de CV par an, Cécile? Alors nous, sur la France, on en reçoit environ 60 000 à 70 000 selon les années. Il y en pour a combien de stages? Pour combien de postes? Alors, pour environ des offres. Enfin, là, je vous ai parlé stage et emploi. Hein. Oui. J'ai donné des chiffres globaux. Au niveau des stages, on a à peu près 300 stages de plus de 3 mois qui sont offerts chez Nestlé. Et puis, environ 400, 500 missions d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation par an. D'accord. Didier, vous? Alors, chez nous, chez Renault, pour dimensionner un petit peu la problématique, on a en permanence, depuis pas mal d'années maintenant, 2000 apprentis dans les effectifs de Renault, sur un effectif d'à peu près 39 000 personnes. Ça veut dire qu'on accueille chaque année, par rotation, 1000 nouveaux apprentis et 1000 sortent. Et on accueille également à peu près 1000 stagiaires sur l'ensemble de nos structures, qu'il s'agisse de Renault SAS, de nos filiales industrielles ou de nos filiales commerciales. Sur le rapport candidature par rapport au poste à pourvoir, je vais vous donner un petit échantillon. Je regardais ce matin, actuellement on a à peu près 350 offres de stages qui sont publiées sur nos sites. Depuis leur publication, on a drainé plus de 900 offres, on tangente les 1000 offres. Donc on est à ce stade, au moment où je vous parle, dans un ratio de 3 candidatures pour une offre. Donc c'est le premier contact que vous avez avec les candidats, le CV. Oui. Est-ce que finalement il y a toujours eu un dogme, le CV d'une page? On nous a toujours dit qu'il faut qu'un CV ça fasse une page. Est-ce que c'est vraiment un dogme? Est-ce qu'un CV de 2 pages, quand un candidat a beaucoup de choses à dire, il va à la poubelle directe ou pas? J'aurais tendance à dire que pour un stage ou une alternance, c'est plutôt des candidats jeunes qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle longue et qui, de facto, je pense, peuvent nous montrer leur qualité de synthèse sur une page. Très clairement. Donc, clairement, c'est vrai qu'on attend un CV d'une page pour un étudiant, pour quelqu'un qui est à la recherche d'un stage ou d'une alternance. On est vraiment dans les études, donc il n'y a pas suffisamment d'expérience pour justifier plus. Quoi. Il vaut mieux un CV court, mais clair, et très connecté sur ce qu'attend le recruteur. Ouais. Justement, les CV un peu originaux, on parle de CV sous forme de tweets, des CV avec plein de couleurs partout, des CV. Est-ce que vous êtes plutôt, c'est une entreprise industrielle, une entreprise plutôt qu'on peut imaginer plutôt sérieuse. Est-ce que quand on postule chez Renault, chez Nestlé, il faut un CV carré, faut éviter un peu les fioritures? Éviter, je ne sais pas s'il faut éviter, on n'a pas de dogme ni de schéma préétabli. Maintenant, c'est vrai que par rapport aux missions qu'on offre, on n'est pas non plus dans la com, dans des choses qui nécessitent forcément beaucoup d'originalité. Donc c'est en référence, je pense, aux métiers et aux missions sur lesquelles ils postulent. Donc c'est souvent quand même assez classique. Hein. Absolument. Moi, sincèrement, je pense qu'il faut éviter le piège du CV et du format type. Sur la question du format, je pense qu'il y a certains métiers qu'on peut trouver dans nos entreprises sur lesquels le travail qui aurait été fait sur le format du CV est représentatif d'une compétence qu'on recherche. Ça peut être le cas, vous vous doutez bien qu'un communicant, on va attendre de lui une approche du CV, travailler différemment d'une autre personne. Un designer, quelqu'un qui est sur des compétences du digital. Donc je crois se démarquer dans le format de son CV ne doit pas être une obsession. Il faut juste se questionner sur le sens que ça a et la valeur ajoutée que ça peut apporter par rapport à un poste spécifique. On a une question d'Anne-Marie qui nous arrive. Il y a plusieurs questions. Alors, sur le format une page, sur l'importance qu'on donne à certaines expériences. Si on a 5 stages et 4 jobs étudiants à son actif, comment les faire tenir sur une page? Doit-on supprimer les jobs étudiants? Est-ce qu'il y a un moment où il faut dire serveur chez McDo, on s'en fiche un peu Moi, franchement, s'il y a une idée forte pour moi dans les conseils qu'on doit donner à un jeune pour son CV, c'est pas de prendre parti sur comment je calibre telle ou telle partie de mon CV. La question majeure, l'enjeu majeur de mon point de vue, c'est de mettre en corrélation le CV que vous adressez pour un poste, pour une mission de stage, avec les attendus du recruteur. Dit autrement, moi ce que je conseille souvent, pour préparer un CV, faites d'abord votre CV exhaustif, vous ne vous limitez pas sur la durée et sur la forme, vous y mettez tout ce que
toutes vos compétences, tous vos centres d'intérêt. Faites un deuxième travail où là, vous allez prendre l'offre et filtrer ce qui, dans votre CV, est important pour convaincre sur cette mission, sur ce job. Vous pouvez même faire une période de check après, je trouve que c'est assez intéressant. Dire, j'ai terminé mon CV, maintenant c'est moi le recruteur, et est-ce qu'avec le CV que je produis, je peux convaincre pour cette offre, pour cette mission de stage. Donc vous voyez que, est-ce que la problématique, c'est de citer 5 ou 6 expériences professionnelles ? Je pense que l'enjeu, c'est de citer celles sur lesquelles vous pouvez valoriser quelque chose qui vous donne une valeur ajoutée. Tout à fait. Oui, et puis qui mettent en exergue et qui montrent qu'on a acquis des compétences qui vont pouvoir servir pour la mission de stage ou d'apprentissage. Donc il ne faut pas faire un CV type. Il faut faire autant de CV adaptés. Son CV, comme disait Didier, à chaque fois, voilà, on ne fera pas le même CV type pour un poste. Surtout si vous avez 5 stages. Pour un stage aux États-Unis chez Renault ou pour un stage en usine chez Nestlé, par exemple. Tout à fait, il faut adapter. Si on a fait des stages en grande conso et qu'on postule dans une entreprise de grande conso, bah c'est ceux-là qu'on va mettre en avant, de même pour les jobs étudiants. À l'inverse, si c'est plutôt dans le B2B ou autre, bah on va plutôt privilégier ceux-là. Je pense que c'est vraiment là où on a aussi envie de raconter des choses. Parce que le recruteur, il va s'appuyer sur le CV derrière pour faire parler le jeune sur ses expériences. Et là, il va avoir besoin le jeune va avoir besoin de montrer qu'il y a de la chair autour des os, qu'il a des choses à raconter, qu'il a des fiertés, des choses qui l'ont frappé pendant l'expérience qu'il a pu avoir préalablement. Et c'est ça que le recruteur va avoir envie d'entendre. C'est pas juste un titre avec une durée sur un morceau pour monter dans un CV. Est-ce que pour les jeunes qui postulent pour un stage, qui en général sont étudiants, sont en école, est-ce qu'ils remontent au bac, est-ce qu'ils remontent au brevet, est-ce qu'ils remontent à leur premier babysitting à 13 ans? Ce qui est important de mon point de vue, c'est la dernière formation, celle qui va donner une vision, le bac, la mention, très précise des compétences qu'il a le lycée. Non, c'est important. Le bac, qu'est-ce que... Pour les grandes écoles prestigieuses, ça peut être important, absolument, effectivement. Absolument. Ça peut être intéressant pour les managers. Nous, au niveau du recrutement, on est peut-être un petit peu plus... on a un champ d'ouverture peut-être un peu plus large. Mais c'est vrai que les managers, ça peut les rassurer de voir que le jeune a eu un parcours qui est parfois un peu équivalent aux leurs. Nous, on essaie d'un peu de lutter contre ça, mais c'est quand même encore quelque chose qui existe. Donc, Et puis, puisque vous parliez des formations, je pense, pareil, certes, la question est de dire quelles sont les formations que j'évoque sur mon CV, mais toujours dans le même esprit de ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'idée, qu'est-ce qui dans ces cursus... Les recruteurs connaissent les formations. Oui. Par contre, dans chacune des formations, vous pouvez avoir des options, vous pouvez avoir creusé certains sujets. Donc il faut mettre en fonction, comme vous disiez tout à l'heure, du stage que vous visez, valoriser telle option. Ou du contrat en alternante. Ou du projet. Typiquement dans les écoles d'ingénieurs où on leur fait faire des projets, ou même dans les écoles de commerce, des projets à plusieurs en équipe sur lesquels ils peuvent avoir des rôles particuliers. La personne qui a été chef de projet de 10 étudiants pendant 6 mois sur un gros projet dans une école d'ingénieurs, forcément, il va avoir acquis des compétences en gestion de projet et peut-être en management transversal, qu'il est tout à fait intéressant qu'il valorise au niveau de son CV. On a une question intéressante de Moustaph09. Pour un étudiant n'ayant pas beaucoup d'expérience et en recherche d'alternance, comment étoffer efficacement son CV? J'aime bien le... Voilà. Jusqu'à quel point on peut aller? Est-ce que vous sentez quand un CV est un peu bidonné, quand l'étudiant il a toute une page de choses? Est-ce que ça se vérifie à l'entretien? Comment ça se passe? Moi, je peux que conseiller une chose, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité. Voilà. Donc effectivement, Moustaph09, il ne faut pas bidonner. Il ne faut pas étoffer efficacement votre CV. Parce que quand vous faites ça, d'abord, déjà même, vous pouvez peut-être passer l'étape du tri-CV, et encore, parce qu'il y a des aspects de cohérence. Mais est-ce que vous allez passer l'étape suivante, qui sera celle de l'entretien? Comment vous allez pouvoir défendre des choses dont vous n'êtes pas sûr? Vous n'aurez rien à raconter. Absolument. Non, ne pas lui donner. Non, par contre, quand bien même il n'a pas d'expérience stricto sensu, il a quand même peut-être des choses à raconter. Si c'est un jeune qui termine, qui vient juste de passer le bac ou qui cherche pour un bac pro, il peut raconter l'expérience de son stage de 3e. Si c'est dans un métier qui l'a particulièrement attiré, il peut raconter des expériences, des voyages où il a fait des choses, des tournois sportifs, des compétitions, des choses auxquelles il a pu participer. Si c'est un musicien, s'il a fait des concerts, il a forcément appris à travailler sur lui, à travailler tout court d'ailleurs l'instrument, et puis derrière à travailler sur lui s'il y a eu des prestations. Donc il a forcément des choses à raconter. Tous les jeunes ont des choses à raconter. S'il a travaillé au McDo même, un job d'été au McDo, on apprend plein de choses en travaillant au McDo. On a toujours des choses à raconter. La seule chose, c'est qu'il faut se valoriser. Faut qu'ils apprennent à gagner confiance en eux et dans leurs expériences pour pouvoir les vendre derrière. Et sincèrement, je crois qu'il faut aussi que le jeune se fasse confiance et qu'il sache que le recruteur en face de lui sache qu'il va recruter un jeune. Et on n'attend pas d'un jeune d'avoir une expérience
énorme. On sait que nous, on va devoir l'accompagner dans une nouvelle expérience. Par contre, c'est vrai que souvent, entre les CV et ce qu'on arrive à extraire d'un entretien, on se rend compte qu'il y a une richesse qui, si elle avait été évoquée plus tôt dans le CV, aurait été un atout pour le tri. Justement, Paul nous demande quelles caractéristiques permettent de se démarquer au niveau de son CV. Est-ce qu'il y a des choses qui attirent particulièrement votre œil ? Ou ça dépend, c'est un peu une question un peu vague, par exemple, vaste, Paul. Éviter les fautes d'orthographe. Ah oui, alors ça on va en parler. Voilà. Parlons-en maintenant. Est-ce que c'est rédhibitoire, la faute d'orthographe, dans la lettre de motivation, parce que le CV, on parle aussi de lettre de motivation un petit peu. Vous savez, ça devient assez fréquent quand même. À la fois, rien n'est rédhibitoire, parce que vous êtes de toute façon sur une pesée d'avantages et d'inconvénients, mais ce que j'ai envie de dire aux jeunes, il faut qu'ils arrivent à visualiser ce qu'est le recruteur. Le recruteur, c'est une personne, un homme, une femme, qui le matin a un gros tas de CV à identifier. Donc, qu'est-ce qui va lui faciliter la vie? Qu'est-ce qui va le rendre heureux, le recruteur? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, il va faire des choix? C'est des choses toutes simples. Effectivement, si dans la masse, il y a un sujet qui est plus clair, plus synthétique, dans lequel il trouve moins de fautes d'orthographe, c'est certainement des choses qui vont le mettre en condition lorsqu'il va pas se torturer l'esprit pour comprendre la réalité de l'histoire qu'on lui raconte. On n'en est pas à pas de fautes d'orthographe, on en est à moins de fautes d'orthographe. Je pense que dans l'absolu, là on s'adresse à des étudiants qui sont dans des cycles supérieurs. Voilà, il y a un vrai effort de chacun. C'est une question aussi de discipline personnelle. Aujourd'hui, il y a des correcteurs d'orthographe sur ce logiciel. Allons-y. Voilà, on peut soyons ambitieux, par des parents, des copains, etc. Une question de Hamza. Faut-il préciser la nationalité sur son CV ? Pour un stage, ça ne me paraît pas du tout indispensable. À partir du moment où le jeune est dans un cycle de formation en France et peut produire une convention de stage ou un contrat d'apprentissage qui soit accepté par nos sociétés, parce que nous, on a besoin d'une convention de stage. On ne prend pas des stagiaires sans convention de stage. Donc, à partir du moment où il peut produire une convention de stage et qu'il a le visa ou le permis de séjour qui lui permet de faire ses études en France, il n'y a absolument pas besoin de préciser la nationalité. Je dis donc bienvenue aux étudiants de nationalité étrangère qui sont dans ces cursus. J'ai envie de dire aussi, attention, la nationalité, dans certains cas, quand on pose cette question, souvent on y voit une connotation qui tend vers le négatif. Oui. Je voudrais souligner que c'est quelque chose qui est positif. Quand vous adressez une candidature à des entreprises globales comme les nôtres, sur lesquelles, même lorsque vous êtes en France, vous pratiquez les langues étrangères, vous échangez avec des collaborateurs qui sont dans des pays en Europe, en Asie ou autres, arriver avec une culture propre à une nationalité donnée, ça peut être un vrai avantage aussi sur une mission. Tout à fait. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Il y a des gens qui adorent l'automobile, il y a des gens qui posent plein de questions sur Nestlé, donc vous les verrez ensuite, toutes ces questions. Je ne peux pas tout poser, je suis désolée. Est-ce que vous appréciez, alors Rebecca nous dit, est-ce que vous appréciez les démarches de candidature originales pour un poste, par exemple, aller directement à l'entreprise ? Physiquement, la personne qui se pointe et qui dit bonjour, je voudrais parler à Madame Delestre. Si demain vous arrivez, Cécile, en disant ça va pas être possible. Alors Rebecca, vous évitez. Je pense que c'est pareil chez vous, Didier. On va dire qu'on a des agendas qui ne nous permettent pas de rencontrer les gens à la volée. La personne, elle peut le rendez-vous physique. Enfin, je veux dire, c'est après tout un processus de présélection. Elle pense qu'on va trouver qu'elle est punchy, originale et tout. En fait, non. Non, ça c'est pas une bonne idée. Au siège de Renault. Si on veut nous rencontrer, les uns comme les autres, on participe à des forums, on est au Challenge du monde des grandes écoles et universités, où il y a moyen de rencontrer nos collaborateurs, il y a tout un tas de forums où on est présent, donc il y a moyen de rencontrer des recruteurs et des collaborateurs Nestlé, mais pas en arrivant au siège de l'entreprise comme ça à l'improviste. Parce que là aussi, il faut que les jeunes se rendent compte, notamment sur les grandes entreprises, c'est qu'il y a un grand nombre de candidatures, il y a une masse de candidatures, donc aujourd'hui, il y a des moyens qui sont incontournables et qui nous permettent de traiter ces candidatures. C'est pourquoi la plupart d'entre nous proposeront aux jeunes une entrée unique sur la transmission de leur CV, qui sont nos sites internet, parce que là vous êtes sûr que vous avez des gens qui sont connectés en permanence sur sa site carrière, dans lequel ils ont des informations, qui leur permet plutôt de se positionner sur des postes que de livrer une candidature spontanée. Et encore, dans nos sites, nous avons des moteurs de recherche qui permettent à quelqu'un qui ferait une candidature spontanée de dire « recontactez-moi si vous avez des offres ». Donc, l'entrée par le site internet de l'entreprise, c'est certainement ce qui ira qui vous donnera les délais de traitement de votre candidature les plus rapides, plutôt qu'un CV qui va circuler en papier à l'intérieur de l'entreprise. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors Rebecca remercie à plusieurs reprises, elle dit merci pour cette réponse. Alors une bonne question de Baptiste.
Quentin, quel est votre avis à propos de la photo sur le CV? Est-ce qu'il faut obligatoirement en mettre une? On s'en fiche. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Vaut mieux pas mettre de photo que de mettre une photo qui n'est pas bien, parce que franchement, donc, des fois, fois, il faut aller faire court et se faire une belle photo. Non, faut pas. Non, on s'en fiche. Je pense qu'honnêtement, je pense que pour être le plus équitable possible, il vaut mieux pas mettre de photos. Je dirais qu'en tant que recruteur, à la limite, si on n'avait que des CV sans photo, ce serait plus simple. Hein. Ça évite le biais, je dirais, de la photo. Donc moi, le conseil que je donne aux jeunes quand je vais dans les écoles, c'est plutôt de dire, écoutez, non, mettez pas de photos, comme ça vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de risque que ce soit mal interprété dans un sens ou dans un autre. Je suis complètement d'accord avec vous. En tout cas, le seul conseil que je donnerais, si jamais vous en mettez une, faites en sorte qu'elle soit à votre avantage. Il y a un internaute qui dit photo pro, pas une photo de soirée. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Ni sur une planche à voile, j'ai quand même une photo souriante, une photo qui est sur laquelle vous êtes engageant. C'était pour un poste d'une usine à Biarritz ou... Mais attention, la réflexion sur la photo, je pense qu'elle est franchement pas obligatoire et nécessaire pour nous. Il faut que vous ayez une réflexion parce que peut-être on renonce des questions sur, on parle du CV aujourd'hui, mais on rentre dans l'ère du digital où aujourd'hui parler de soi sur les réseaux sociaux, etc., ça vient souvent en complément du CV. Les réseaux sociaux, c'est l'empire de la photo. Et d'ailleurs, les jeunes n'y ont pas de réserve. Donc, ça veut dire que la réflexion sur la photo, il ne faut pas l'éviter. Hein, mais pour les recruteurs, ce n'est pas indispensable. Mais clairement, de même que vous pouvez ou pas mettre une photo sur le CV, sur LinkedIn, souvent on recommande d'en mettre une. Donc la CV, regarder sur LinkedIn. Qu'on va regarder si effectivement on fait une recherche un peu plus fouillée. Et là, pour le coup, c'est pareil. La photo sur LinkedIn, si vous en mettez une, il faut qu'elle soit bien, et professionnelle, pas les cheveux en pétard au sortir d'une soirée. Pour la maîtrise des langues, qui est très importante dans des entreprises comme les vôtres, est-ce que dans son CV, on est encore au lieu écrit parlé ou est-ce qu'il faut mettre TOEFL, temps, IELTS, temps, etc. Est-ce que vous avez des catégories, vous prenez des stagiaires qui ont tel niveau de TOEFL, tel niveau de... Ça dépend pour quel poste? Pour ma part, dans mon entreprise, sur un recrutement CDI, il y a une exigence de pratique de langue du fait de la structure de notre entreprise, l'Alliance Renault-Nissan, qui est multiculturelle. Aujourd'hui, une embauche, la maîtrise des langues étrangères et de l'anglais est incontournable. Donc là, dans cette hypothèse-là, c'est bien votre niveau de TOEFL et votre niveau de TOEIC qu'il faut indiquer. Après, sur les stages et les apprentis, ont-ils déjà un test qui leur permet de répondre à cette question? S'ils l'ont, surtout privilégié cette information. S'ils ne l'ont pas, on rentre dans cette nomenclature. Mais là aussi, il faut bien peser comment vous l'utilisez. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les définitions. Si vous mettez anglais parlé, ça veut dire qu'on peut vous soumettre un entretien en anglais et que ce qu'on va trouver avec vous soit bien représentatif de ce que vous avez indiqué. Cécile. Oui, non, mais moi j'adhère tout à fait à ce que dit Didier, effectivement. La nomenclature existe, donc si on a fait les tests qui vont bien, mettons les résultats. Si on ne les a pas fait, effectivement, soyons honnêtes sur le niveau de langue acquis. Et puis bon, ils sont tous dans des formations, ils peuvent demander conseil à leur professeur d'anglais pour savoir un petit peu comment s'évaluer. Il y a aussi la nomenclature A1, B1, B2, C1. Donc je veux dire, aujourd'hui, il y a vraiment moyen d'avoir un référentiel qui permette à tous de se comprendre, pour le coup, de parler la même langue. Hein. Il y a une question que vous évoquiez, Cécile, tout à l'heure, de Pauline. Allez-vous vérifier les profils LinkedIn et Viadeo systématiquement si un CV attire votre attention? Retient votre attention, pardon. À partir du moment où on a présélectionné une candidature, effectivement, on va sans doute aller chercher plus loin. Donc attention aussi à soigner, quand on voit un CV, à soigner son profil LinkedIn. Ça fera l'objet d'un autre chat, peut-être intéressant. Et alors, je vais vous dire, ce profil, ses réseaux sociaux. Je vais vous dire même, nous, si au niveau du recrutement, on ne le fait pas systématiquement, les opérationnels, surtout les jeunes opérationnels, ils vont aller regarder. Qui sont de la même génération que les étudiants, eux, ils vont aller regarder et ils vont peut-être même aller regarder sur Facebook. Absolument. Moi, ça m'est arrivé. Donc, notre éthique, c'est de ne pas aller regarder sur Facebook, puisqu'on considère que c'est un réseau social personnel, privé. Mais c'est la première réaction des jeunes... Mais les managers, les jeunes chefs de produits qui vont accueillir un stagiaire et autres, 25, eux, ans, ils vont regarder. Bah oui, ils vont avoir le réflexe d'aller regarder. Donc, je pense qu'il ne faut pas être défensif par rapport à ça, on peut être proactif, tout en restant sur le sujet du CV. Pourquoi ne pas indiquer sur un CV votre profil LinkedIn, votre profil Viadeo? Parce que ça permettra, on vous a dit, vous faites un CV synthétique, allez pour le recruteur sur les réseaux sociaux pour en savoir plus, mais attention, il faut que le candidat
il soit sûr que toutes les informations qu'il ait mises à disposition soient dans la bonne cohérence, qu'on ne se retrouve pas avec des incohérences, qu'il soit dans la bonne sobriété sur certains réseaux sociaux. Mais là, ce n'est pas le sujet. Oui. Mais Pierre dit, est-ce que du coup, il faut faire partie d'un réseau LinkedIn quand on envoie un CV pour un stage? Il vaut mieux? D'un groupe LinkedIn, peut-être, il veut dire. Est-ce qu'il faut être sur LinkedIn? Je pense que les étudiants, en tout cas les étudiants de l'enseignement supérieur, oui, je leur conseillerais vivement d'avoir un profil LinkedIn. Et tous les étudiants de façon plus large, pourquoi pas d'avoir un profil Viadeo. Enfin, ça dépend un petit peu après des entreprises qui sont ciblées, mais je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux professionnels, quand on poursuit des études et qu'on est à la recherche d'un stage et d'une alternance, c'est incontournable. Et puis si ça n'est pas une exigence formelle à ce niveau stage et apprenti, mais ça peut rajouter un plus, c'est aussi une façon pour les jeunes de se familiariser avec ces réseaux qui vont devenir un peu socle ensuite dans le développement de leur carrière. Et qui vont leur apporter beaucoup d'informations et beaucoup de contacts avec des gens, des entreprises qui les intéressent. Moi, je conseille toujours aux jeunes d'aller chercher dans les entreprises qui les intéressent des gens qui sont sur les métiers qui les intéressent et derrière de suivre un peu ces gens pour voir les informations qui sont dispensées. Ils auront comme ça un autre niveau d'information que ce qu'ils vont trouver strictement sur le site internet de l'entreprise. Donc, ils seront d'autant plus armés s'ils sont convoqués pour un entretien ou s'ils ont une présélection téléphonique. Formidable. Merci beaucoup. Donc, j'accueillais Cécile Delestre, directrice attraction des talents chez Nestlé, et Didier Rétoré, responsable emploi et compétences chez Renault. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci.